Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver dans Washington Forum. Gros plan ce jeudi sur la lutte contre le VIH-Sida en Afrique, qui demeure la région du monde la plus touchée. La maladie est mieux traitée, mais fait toujours de nombreuses victimes sur le continent africain. Pourquoi ? Comment également expliquer que l'épidémie affecte davantage les femmes que les hommes? Et quid des progrès réalisés depuis l'apparition du virus il y a près de 40 ans? Des éléments de réponse à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum que vous propose VOA Afrique. La journée mondiale de lutte contre le sida a été observée dimanche dernier, c'était le 1er décembre. Mais les activités se poursuivent tout au long de cette semaine. La thématique cette année, les communautés font la différence. Pour les dirigeants mondiaux, les groupes communautaires en Afrique notamment jouent un rôle primordial dans ce combat. C'est bien le cas en République centrafricaine, comme nous allons le voir avec Salwa Jafari. Nous sommes à Zemio, une petite ville située dans le sud-est de la Centrafrique. Ici, les routes, les bâtisses et les gens portent encore les cicatrices des longues années de guerre qui ont fait rage dans le pays. Marina est séropositive depuis 2010. Elle a besoin de médicaments pour rester en vie. Un précieux sésame qu'elle a eu du mal à se procurer quand elle a dû fuir le pays. Avant, j'étais forte et en bonne santé avec le traitement. En raison de la violence, j'ai dû fuir en RDC. Je ne pouvais pas prendre mes médicaments. C'est à ce moment-là que je suis redevenue malade. La charge virale est devenue très élevée. En raison de l'isolement et du déplacement de population, la région du Hombomu, où se trouve Zemio, présente la prévalence du VIH la plus élevée en RCA. 12%, plus du triple de la moyenne dans le reste du pays. Dans le seul hôpital de la ville, le personnel soignant peine à venir en aide aux malades. Il y a la pauvreté ici, il y a la famine qui bat record ici. C'est le sexe qui aide beaucoup de femmes. Fiacre est représentant d'un groupe communautaire qui aide les résidents à obtenir leurs médicaments. Lui-même séropositif, il vient aujourd'hui récupérer une nouvelle livraison d'antirétroviraux. 12 personnes vont bénéficier du contenu de cette boîte. L'initiative a été créée en 2016 par Médecins sans frontières afin de rassembler des personnes vivant avec le VIH pour se soutenir mutuellement. Parmi les 700 membres de ces groupes communautaires de la région, 80% ont vu leur charge virale réduite grâce à un traitement efficace au cours de la dernière année. Les infirmiers sont venus me faire la charge virale. Je suis devenu vraiment indétectable. Selon les Nations Unies, environ 470 000 personnes vivant avec le VIH en Afrique meurent encore chaque année parce qu'elles ne peuvent pas être ou ne sont pas testées ou n'ont pas accès au traitement, ce qui représente plus de 60% de tous les décès liés au VIH dans le monde. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Docteur Bernard Bossiki, secrétaire exécutif adjoint du Programme national de lutte contre le sida en République démocratique du Congo. De notre studio à New York, Jean-Victor Nkolo du bureau du secrétaire général adjoint de l'ONU et conseiller spécial pour l'Afrique. Et à mes côtés, notre collègue Mohamedou Oumfa de VOA Afrique qui suit le dossier santé chez nous. Merci bien d'être là, Mohamedou. Mais d'abord, quelques repères avant d'entrer dans le vif du sujet. L'ONU-SIDA estime à 37,9 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde en 2018. À elle seule, l'Afrique subsaharienne regroupe plus des 2/3 des personnes infectées, soit plus de 25 millions au total. Dans le monde, 32 millions de personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie, il y a une quarantaine d'années, ce qui inclut 770 000 personnes mortes du VIH l'an dernier. Jean-Victor Nkolo, pourquoi la région la plus touchée au monde demeure-t-elle l'Afrique subsaharienne ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour une question aussi importante, aussi sensible et aussi délicate, notamment pour ce qui concerne le continent africain. Eh bien, l'Afrique
ce qui s'applique ailleurs dans le domaine de la santé, c'est-à-dire un sous-équipement ou des infrastructures ou alors un manque de personnel et encore de manière plus criarde, un manque de médicaments et de potentialités, si cela s'applique au paludisme ou à d'autres pandémies, aux réseaux de santé qui ne sont pas toujours dans une situation optimale, eh bien ça s'appliquera encore plus fortement sur la question du sida. Donc l'Afrique, pour ce qui concerne le sida, ne pourra pas échapper aux conséquences de ce qui, ailleurs, dans le domaine de la santé, fait encore de l'Afrique le parent pauvre dans le reste du monde entier. Mohamedou Oumfa, vous avez lu certainement les derniers rapports publiés sur le sujet. Quel état des lieux qui est dressé de la situation sur le continent ? Oui, Jacques, je crois que vous venez déjà, à travers les statistiques, de faire un peu le point de la situation. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de victimes et de plus en plus de personnes qui sont sous traitement antirétroviraux, et c'est une très bonne chose. Ce que je peux remarquer, pour avoir énormément travaillé sur ces questions, c'est qu'il y a un changement en Afrique dans la perception que les gens ont de cette maladie, et ce changement de perception est une très bonne chose, a permis par exemple aux gens de sortir de l'anonymat, parce que les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital se faire traiter parce qu'ils avaient peur d'être stigmatisés, d'être reconnus comme étant malades du VIH-Sida. C'est une très bonne chose. Donc, ce changement de perception, parce qu'il y a quelques années, moins de 20 ans, les gens considéraient le sida comme une condamnation à mort, et ça fait que les gens avaient donc peur. Donc, de plus en plus, les gens vont dans les hôpitaux, acceptent d'être sous traitement, et de moins en moins, les gens sont stigmatisés. Ça veut dire que les gens acceptent de vivre dans les familles, dans les communautés, en sachant pertinemment qu'elles sont porteuses du VIH-Sida. À quelques exceptions près, il y a des groupes à haut risque de transmission, comme les personnes, les homosexuels, oui, les personnes les travailleurs du sexe. Mais de manière globale, il faut noter qu'il y a un changement de perception dans la vision du sida en Afrique. Alors, les nouvelles infections à VIH ont été réduites de 40% depuis 1997. En Afrique, plusieurs pays ont pu diminuer le nombre de nouveaux cas chez les adultes, de moins 26% depuis 2010, dont l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Justement, docteur Bernard Boussiki, la RD Congo, c'est votre pays, et le programme de lutte dont vous êtes l'un des responsables affirme que des progrès énormes ont été enregistrés dans le pays, mais vous indiquez en même temps qu'à l'heure actuelle, sur 450 000 personnes éligibles aux antirétroviraux, la moitié en bénéficie. Y a-t-il donc encore des efforts à faire ? Oui, absolument, il y a encore des efforts à faire. Même si nous devons reconnaître que sur les interventions de prévention de l'infection à VIH, il y a eu nettement de progrès à cause de l'approche multisectorielle que nous mettons l'accent, avec l'implication de confessions religieuses, de la société civile qui s'occupe des communautés, l'implication aussi des entreprises publiques et privées. Bref, un accent a été mis. Actuellement, là, nous avons lancé aussi l'approche all-in qui consiste à prévenir l'infection chez les adolescents et jeunes de 10 à 19 ans avec l'accompagnement de l'UNICEF. Oui. Donc, de ce côté-là, il y a eu quand même des progrès. Ça, il faut reconnaître. En ce qui concerne l'accès au traitement, eh bien, le grand problème que nous avons encore maintenant, c'est plutôt la disponibilité de ARV en quantité suffisante. Oui. Donc, on est encore à ces défis-là de pouvoir couvrir nos besoins. Nous sommes en train de faire des efforts pour réduire le nombre de perdus de vue avec l'implication des communautés dans l'approche que nous appelons PODI, c'est-à-dire la distribution des ARV par les communautés, afin d'éviter la stigmatisation et discrimination observée dans les formations médicales. Et aussi, un effort reste encore dans le traitement, c'est l'accès aux examens de la charge virale. Nous n'avons pas suffisamment des sites ou des structures pour la charge virale. On est en train de faire des efforts pour que dans les 26 provinces, nous puissions disposer
de matériel suffisant pour l'accès à la charge virale. Et ça reste encore un effort. Oui, vous avez raison. énorme. En fait, évidemment, tout n'est pas rose pour l'ONG Médecins sans frontières après une décennie d'efforts. La réduction des financements internationaux et le transfert hâtif de la charge financière aux pays affectés risquent de mettre en péril les progrès réalisés. Elle évoque des pays comme la République centrafricaine, dont on parlait tout à l'heure, et la Guinée, des pays qui accusent un grand retard dans le dépistage et la prise en charge des malades, d'après MSF. Jean-Victor Nkolo, l'ONU est-elle également inquiète d'un regain de l'épidémie en raison d'un manque d'argent ? Évidemment, il faut s'inquiéter d'un regain de la propension de cette maladie, alors que, comme le disait parfaitement, en effet été accompli. Il faut continuer à financer les structures et à former les hommes. Mais je voudrais dire, et je parle ici à titre personnel, parce que je suis très heureux et même très touché de m'exprimer dans cette émission à titre personnel, parce que au tout début des années 80, j'ai été l'auteur, le co-auteur d'un petit livre, d'un livret avec le docteur Frantz Douillon, un haïtien, alors médecin au Canada, pays où je vivais en tant que journaliste. Nous avons publié ensemble un petit livret sur le sida. Pourquoi ? Parce que la communauté haïtienne, au début des années 80, peu après la découverte du VIH, était la cible d'une stigmatisation absolument incroyable. On chassait même certains haïtiens. Et c'est cette stigmatisation qui aurait bien pu faire fuir les Haïtiens. En Afrique, il n'y a non seulement pas besoin il y a en plus de devoir financer la question de la santé, la question de la charge virale et tout, il faut aussi, à mon avis, financer les efforts de lutter contre la stigmatisation. Parce que si on lutte contre la stigmatisation en Afrique, il y aura beaucoup plus de gens qui vont accepter le test de dépistage et qui vont qu'on peut vivre parfaitement normalement avec le sida si on est bien pris en charge. Mais à cela, il va falloir ajouter les moyens. Absolument. Alors pour l'ONU, Mohamedou Oumfa, les groupes communautaires sont un formidable moteur derrière l'incroyable succès de la riposte au VIH. Et qu'en savez-vous ? Oui, Jacques, c'est une problématique très importante parce qu'il faut dire, quand vous parlez de groupes communautaires, je vais prendre deux exemples pour montrer que ces groupes sont très importants. Il y a par exemple les travailleuses du sexe. Vous savez, ce sont des personnes qui sont généralement difficiles à aborder. Donc, il faut choisir dans leur communauté, les communautés des personnes qui sont des travailleuses du sexe, des personnes dans ces groupes qui vont aller sensibiliser ces personnes. Il y a par exemple les groupes des homosexuels, des personnes de même sexe, surtout en Afrique où ces personnes sont encore extrêmement stigmatisées. Donc, il faut pouvoir choisir parmi ces personnes des porte-voix, des gens qui vont aller les rencontrer, d'abord pour se faire dépister, ensuite pour faire le suivi clinique de la maladie dans les hôpitaux et enfin pour proposer les traitements et s'assurer que ces personnes suivent effectivement leur traitement parce que aujourd'hui, si vous prenez vos traitements, vous vivez assez longtemps et avec la maladie. Alors, je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Jonas Kanyanda de Mbuji-Maï, RD Congo. Le VIH-Sida fait encore des victimes sur le continent africain parce que certains ne mettent pas en pratique les conseils que leur donne le corps médical et d'autres ne veulent pas se faire dépister. Et Mamadou Lamaranaba, New York, États-Unis. Certes, des progrès sont constatés sur le continent, mais il reste encore beaucoup à faire pour réduire la propagation du VIH-Sida. Les femmes sont les plus touchées. Chacun doit connaître son statut sérologique et celui de son ou de sa partenaire. Dans la commune rurale de Fria, en Guinée, des religieux exigent dorénavant que tous ceux qui vont se marier fassent le dépistage avant de sceller l'union dans leur localité. Un bel exemple qui doit faire tache d'huile sur le continent. Eh bien, ça alors. Eh bien, Mamadou, vous me tendez la perche, car c'est justement un aspect que nous allons aborder dans quelques petits instants. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette...
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Merci d'être toujours des nôtres. Nous braquons les projecteurs sur le VIH-Sida. L'Afrique du Sud est le pays le plus affecté dans le monde, mais c'est également le pays qui est en première ligne dans la lutte contre la maladie. Prenez par exemple la ville d'Eshowe dans le KwaZulu-Natal. Eh bien, dans cette ville, on parvient à contenir le virus, comme nous le rapporte Asmaa Botny-Clark. Nous sommes à Eshowe, l'un des épicentres du sida en Afrique du Sud. C'est ici que Médecins sans frontières a installé son projet communautaire de lutte contre le VIH il y a près de 10 ans. Avec un taux de prévalence de 25%, soit une personne sur 4 atteinte par le virus, il était urgent d'atteindre l'objectif fixé par l'ONU-SIDA. On estime qu'un projet de lutte contre le sida a réussi lorsqu'il a atteint ses objectifs. 90% de la population connaissant son statut sérologique. Parmi les 90% de séropositifs, 90% devraient être sous traitement antirétroviral. Et enfin, parmi ceux traités, 90% devraient avoir leur charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus malades, ils ne transmettent plus le virus. Dans ces cas-là, on parle de victoire. Un objectif que MSF Eshowe a atteint 2 ans avant l'échéance, avec pour résultat 90% de la population connaissant son statut sérologique, 94% des séropositifs sous traitement et 95% de ceux sous traitement ne transmettant plus le virus. Un succès dû à une grande mobilisation sur le terrain. Nous sommes allés vraiment partout, nous sommes allés dans les écoles, dans les fermes, nous sommes allés partout où il y avait des gens. Nous avons pu tester de nombreuses personnes. Les gens de la communauté sont très heureux car ils ont pu faire des tests de dépistage dans le confort de leur maison. Ils ont été éduqués sur le VIH et ils ont pu savoir où aller s'ils voulaient avoir accès au traitement médical. Même si ces résultats sont la preuve que la propagation du virus peut être contenue dans une région très touchée, ce n'est pas une victoire incontestée car les défis subsistent, notamment l'accès aux hommes, plus récalcitrants pour se faire dépister. Et nous retrouvons nos invités de New York, Jean-Victor Nkolo. Il travaille pour le compte du conseiller en charge de l'Afrique auprès du secrétaire général de l'ONU. Et le docteur Bernard Bosiki, secrétaire exécutif adjoint du programme national de lutte contre le sida en RD Congo. Et bien sûr avec moi sur le plateau, notre ami et collègue Mohamedou Oumfa. Merci d'être là, Mohamedou. Je reviens à l'Afrique du Sud. À l'occasion de la Journée mondiale contre le sida, le pays a fait état d'un nouveau traitement, le TLD, un comprimé en 3, jugé comme la manière la plus rapide de réduire la charge virale. Docteur Bernard Bosiki, un nouveau traitement qui pourrait donc changer la donne, mais depuis le début officiel de l'épidémie, il n'y a toujours pas de vaccin, ce qui veut dire que les personnes infectées par le virus ne peuvent toujours pas guérir de la maladie. Pour des experts et militants, les traitements qui permettent de vivre avec le VIH ont paradoxalement nui à la prévention. Êtes-vous d'accord ? Bien sûr, je crois que même MSF avait lancé le cri d'alarme qui a conduit à la création, à la mise en place de la coalition prévention primaire, puisque quand on se complaît dans les ARV seulement, on néglige à ce moment-là la prévention et bien qu'on distribue, on donne les antirétroviraux, mais le nombre de nouvelles infections risque de reprendre l'ascenseur. Et si nous reprenons l'ascenseur au stade actuel de taux de prévalence, eh bien, nous allons atteindre des situations catastrophiques. C'est pour cela que nous devons maintenir les caps, mettre l'accent sur la prévention tout en mettant à disposition les antirétroviraux. Et là, nous aurons la chance de pouvoir maîtriser l'épidémie dans nos pays. Dans mon pays, par exemple, si je prends le cas d'une entreprise brassicole que je cite ici, Bralima, eh bien, Bralima réussit à mettre tous ses personnels, à dépister tous les personnels, et tous les personnels qui sont séropositifs sont mis sous ARV, et tous ceux qui sont sous ARV ont une charge virale indétectable. Mais l'accent a été mis sur la prévention et ça permet de ne plus avoir de nouvelles inclusions. Donc, cette complaisance-là
de dire que c'est la tendance même qu'on observe maintenant dans certains pays où on veut médicaliser la riposte au sida et nous allons avoir des sursauts de l'épidémie. C'est vrai que c'est un problème de fond santé, mais ce n'est pas dans santé qu'on s'est fait contaminer, c'est dans le comportement, dans tout ce qui est comme barrière, tout ce qui est comme culture néfaste et tout ça. Donc il faut lutter contre tous ces antivaleurs, il faut protéger la jeunesse et ça, c'est l'implication de toutes les composantes dans l'approche multisectorielle, dans l'approche implication de la société civile, les confessions religieuses, pour que nous puissions prévenir. Mais si on met l'accent seulement sur les ARV, on va taper à côté, ça c'est clair. Jean-Victor Nkolo, vous venez d'entendre le docteur Boussiki. Y a-t-il comme une dangereuse complaisance qui s'installe vis-à-vis de cette maladie qui fait toujours des ravages ? Eh bien, le sida fait des ravages, comme d'autres maladies font de très grands ravages. On meurt encore, malheureusement, de malaria au Cameroun. Le choléra refait son apparition. Mais le sida a quelque chose d'un peu plus embêtant et de peut-être même plus inquiétant parce que le sida touche la société à divers niveaux, y compris sur le plan symbolique. À ce sujet, pour ce qui est du continent africain, il faut reconnaître et saluer ici le travail extraordinaire que l'ONU-SIDA effectue. El Sidibé, un digne fille d'Afrique, un grand monsieur qui est un Malien formidable. Et je pense que ce travail-là, au niveau de la prévention, au niveau de la lutte contre la stigmatisation, mais aussi de la fédération des efforts. L'Afrique ne doit pas être laissée seule, parce que vous savez que le sida voyage aussi en dehors des régions, en dehors des villages, en dehors des villes, et même en dehors du continent. Donc il y a un effort, un grand partenariat, il ne faut absolument pas lâcher, il faut que le sida soit éradiqué dans les prochaines années. Je suis optimiste, c'est possible quand on a des personnalités sur le terrain comme le docteur Boussiki, ou quand on a ces personnes qui travaillent sur le terrain en Afrique du Sud et dans d'autres pays, et on voit que le gouvernement camerounais, par exemple, vient d'annoncer que les à partir de janvier 2020, il y a là véritablement des efforts à encourager et à soutenir. Un avis que vous partagez, Mohamedou, rapidement. Oui, je pense que le docteur a parfaitement raison. Je voudrais évoquer d'ailleurs un sujet que vous allez aborder dans quelques instants, l'impact de la maladie auprès des femmes et des jeunes filles. Il faut dire qu'en Afrique, il y a encore de nombreuses jeunes filles qui sont sous-scolarisées et donc qui n'ont pas accès à tous les messages, à toutes les campagnes de prévention contre la maladie. Et puis, il y a aussi la pauvreté. Vous savez que généralement, les jeunes filles sont les proies de personnes qui ont beaucoup de moyens et donc qui sont prêtes à aller avoir des rapports sexuels non protégés parfois avec des personnes là qui sont porteuses du VIH-Sida. Donc, les chiffres d'ailleurs sont inquiétants, Mohamedou. Chaque semaine, environ 6 000 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées. 4 nouvelles infections sur 5 parmi les adolescents âgés de 15 à 19 ans sont des filles. Docteur Boussiki, dites-nous comment rapidement expliquer cet impact disproportionné du VIH-Sida sur les femmes et les filles et que faut-il faire pour combattre cette situation? Brièvement, si vous pouvez. Bien, je crois que tout est question aussi d'une autre composante, c'est la santé sexuelle ou la sexualité responsable. Et nous savons très bien que dans notre société, avec la pauvreté, beaucoup de filles se lancent très vite dans le sexe pour trouver les moyens nécessaires. Il y a un problème d'éducation, les filles ne sont pas suffisamment scolarisées, manque d'informations, il y a trop de tabous sur les questions liées à la sexualité. Voilà, donc ce sont tous des domaines qu'il faut améliorer, comme vient de le dire Mohamedou Mfa. Mais docteur Bernard Boussiki, dites-nous, l'épidémie d'Ebola continue, elle, également sa route macabre en RDC. La lutte contre Ebola est-elle en train d'affecter le combat contre le sida? Rapidement. Absolument, absolument, puisque vous avez toutes les personnes qui ont été formées, à qui on a investi beaucoup de sommes, sont en train de partir avec Ebola. Il faut recommencer, les services sont désorganisés.